Vous croyez qu'en décembre, le jardin et le potager sont censés hiberner sous un manteau de neige et que tout le travail est reporté au printemps? Et si je vous disais que c'est justement maintenant, au cœur de l'hiver, que vous pouvez jeter les bases d'une récolte que tous vos voisins vont envier? La majorité des jardiniers laissent à nos passer cette chance en or, et au printemps, ils tentent, paniqués, de rattraper le temps perdu. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets cruciaux de la fertilisation du sol en décembre. C'est une méthode qui permet aux nutriments de se diffuser lentement et sûrement dans la terre, de sorte qu'aux premières douceurs du printemps, vos plantes explosent littéralement de croissance. Prêt à découvrir comment forcer l'hiver à travailler pour votre future récolte? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Pour comprendre pourquoi le mois de décembre est si crucial, plongeons un instant sous la terre. En surface, le froid et le silence règnent. Mais dans le sol, les processus biologiques lents continuent. Les micro-organismes n'hibernent pas complètement, ils ralentissent simplement leur activité. Et c'est justement ça qui joue en notre faveur. Contrairement au printemps, où nous avons besoin d'engrais à action rapide pour un démarrage fulgurant, en hiver, nous misons sur des amendements à libération lente. Les matières organiques appliquées en décembre ne sont pas lessivées rapidement par les eaux de fonte. Elles se décomposent progressivement, enrichissant le sol et améliorant sa structure. Au printemps, la terre est non seulement nourrie, mais aussi ameublie, vivante, bourrée d'humus et parfaitement prête à recevoir les semis. C'est un peu comme faire mijoter un plat à l'autocuiseur. La saveur est bien plus intense. C'est la même chose pour le sol. La fertilisation hivernale est le gage de sa transformation profonde et qualitative. Commençons par le roi de l'amendement, le compost. Beaucoup de jardiniers pensent qu'il est inutile d'en épandre en hiver sous prétexte qu'il va geler et ne servira à rien. C'est la principale erreur. En réalité, décembre est le moment idéal pour apporter du compost bien décomposé. Pourquoi donc? Premièrement, vous n'êtes pas pressé. Vous pouvez le répartir calmement sur vos parcelles sans risquer d'abîmer les semis du printemps. Deuxièmement, durant l'hiver, sous la neige ou exposé au froid, le compost va subir plusieurs cycles de gel et de dégel. Ce processus détruit sa structure, rendant les nutriments beaucoup plus accessibles aux bactéries du sol et donc, au final, aux racines de vos plantes au printemps. Épandez le compost en une couche épaisse de 3 à 5 cm directement sur la surface du sol. Surtout, ne le bêchez pas. Les pluies hivernales et les vers de terre feront tout le travail à votre place, incorporant progressivement cette matière précieuse dans le sol. Imaginez la scène. On voit un carré de culture enneigé et l'on y étale délicatement ce compost sombre et bien aéré, soit sur la neige, soit sur la terre gelée. C'est l'illustration parfaite de la manière dont nous créons une véritable couverture nutritive pour notre sol. Le prochain poids lourd sur notre liste, c'est le fumier mûr, c'est-à-dire du fumier qui a été très bien décomposé. Et le mot-clé ici, c'est « bien décomposé ». Ne mettez jamais, et retenez bien ceci, jamais de fumier frais avant l'hiver. Il contient un excès d'ammoniac qui risque de brûler les racines de vos plantes au printemps, sans oublier les graines de mauvaises herbes qui ne demandent qu'à proliférer dans vos plates-bandes. Par contre, un fumier de qualité, ayant au moins 2 ou 3 ans d'âge, ça, c'est de l'or pur. Il est riche en azote sous forme à libération lente et il améliore la structure du sol, le rendant plus apte à retenir l'eau et plus aéré. La dose recommandée est d'environ 1 seau pour 1 à 2 mètres carrés. La technique est la même qu'avec le compost. On le répartit uniformément en surface et on laisse l'hiver faire le reste du travail. Les futures parcelles destinées aux concombres, aux courgettes, aux courges et aux choux réagissent particulièrement bien à cet amendement. Visuellement, on peut montrer la différence. Voici un tas de fumier frais avec cette odeur âcre, et voici une masse de fumier mûr, sombre et friable qui sent bon la terre de forêt. Cela souligne l'importance de faire le bon choix. Passons maintenant à la question des fientes d'oiseaux. C'est un engrais véritablement concentré, presque un
booster ou un revitalisant pour votre terre. Attention toutefois, il faut l'utiliser avec une extrême prudence, même en plein hiver. Utiliser des fientes d'oiseaux fraîches, tout comme le fumier frais, est absolument proscrit. C'est un produit trop caustique qui risque d'endommager gravement la précieuse microflore de votre sol. En revanche, si vous disposez de fientes séchées ou granulées, le mois de décembre est une période idéale pour leur application. Durant l'hiver, sa concentration va s'adoucir, les composés agressifs vont se décomposer lentement. Ainsi, au printemps, votre terre aura reçu un puissant coup de fouet, de l'azote et du phosphore sous une forme facilement assimilable. Vous devez l'épandre avec une parcimonie extrême. Littéralement comme du sel, il suffit de poudrer légèrement la surface du sol. La dose recommandée n'excède pas 200 à 300 grammes par mètre carré. Après cela, il est préférable de le recouvrir d'une fine couche de terre ou de compost. Cet amendement est parfait pour les parcelles destinées à accueillir l'année prochaine vos tomates, vos poivrons et vos aubergines. Nous pourrions d'ailleurs visualiser une petite animation montrant comment ces substances concentrées se dissolvent lentement à travers les granulés sous la neige et pénètrent de manière uniforme dans la couche supérieure du sol. N'oublions pas un autre trésor venu de nos foyers, la cendre de bois. C'est une source inestimable de potassium, de phosphore, de calcium et d'une trentaine d'autres oligo-éléments essentiels. Et le grand avantage, c'est que tous ces nutriments sont directement et facilement assimilables par les plantes. Le potassium, notamment, est essentiel pour l'immunité de vos cultures, renforçant leur résistance aux maladies et à la sécheresse. Il est également un facteur déterminant pour garantir la saveur et la teneur en sucre des futurs fruits et légumes. Il est particulièrement judicieux d'appliquer la cendre en décembre, car elle ne fait pas qu'apporter des nutriments, elle permet aussi de corriger l'acidité du sol. Durant l'hiver, sa réaction alcaline aura le temps de neutraliser doucement l'excès d'acidité, ce qui est crucial pour la majorité des cultures potagères. La dose recommandée est d'environ 1 verre ou une tasse par mètre carré. Épandez-la simplement de manière uniforme sur la surface de vos parcelles. Attention, point crucial, n'utilisez jamais de cendres provenant de l'incinération de déchets, de bois traités, peints ou de panneaux agglomérés. Seule la cendre issue de bois brut ou de résidus végétaux est utilisable. Plan suggéré, un gros plan sur un jardinier tamisant la cendre, grise et poudreuse, sur une planche de culture. Cela mettra en valeur la pureté et la qualité du produit. Pénétrons un peu plus dans le sujet et parlons des engrais à libération lente, tels que la farine d'os. C'est une source organique de phosphore et de calcium qui se décompose extrêmement lentement. Si vous l'appliquez au printemps, les plantes ne bénéficieront de son plein effet qu'au milieu de l'été, voire même lors de la saison suivante. En revanche, l'incorporer en décembre, c'est le scénario idéal. Durant les longs mois d'hiver et de printemps, la farine d'os va commencer à se désintégrer progressivement sous l'action des micro-organismes du sol. Et au moment de la reprise de la croissance active, les plantes auront directement accès au phosphore, un nutriment essentiel. Le phosphore est crucial pour le développement d'un système racinaire puissant, ce qui est la base de la santé et de la vigueur de toute culture. Les légumes racines, comme les carottes, les betteraves, les pommes de terre, ainsi que les petits fruits, seront particulièrement reconnaissants de cet apport. Le dosage recommandé est d'environ 100 à 200 grammes par mètre carré. Vous pouvez simplement l'épandre en surface ou l'incorporer légèrement dans la couche supérieure du sol. À titre d'illustration, montrez les racines d'une plante en coupe. D'abord faibles, puis après cet apport de phosphore, montrez-les puissantes et bien ramifiées. Un autre produit organique très intéressant, c'est la farine de poisson. Tout comme la farine d'os, elle est riche en phosphore, mais en plus, c'est une excellente source d'azote. L'avantage, c'est que l'azote contenu dans la farine de poisson est libéré très progressivement, ce qui est parfait pour une application hivernale. Elle enrichit le sol en acides aminés et en oligo-éléments, stimulant l'activité des micro-organismes bénéfiques.
En fait, vous ne faites pas que nourrir vos plantes, vous nourrissez le sol lui-même, le rendant plus vivant et plus sain. La farine de poisson est idéale pour préparer les parcelles de culture pour n'importe quelle plante, surtout celles qui sont très gourmandes, comme les choux ou les tomates. Le seul bémol, c'est que son odeur un peu spécifique peut attirer des animaux, comme les chats ou les renards. C'est pourquoi, après l'épandage, la dose est similaire à celle de la farine d'os, il est préférable de la recouvrir immédiatement d'une bonne couche de compost ou de terre. Visuellement, vous pouvez utiliser une infographie montrant comment les composants de la farine de poisson, azote, phosphore, acides aminés, revitalisent la microflore du sol que l'on pourrait représenter sous la forme de joyeuses petites bactéries. Mais que faire si vous avez semé des engrais verts à l'automne, comme de la moutarde ou de l'avoine, et que la neige les a recouverts? Ce n'est pas parce que nous sommes en décembre qu'il faut les oublier. Si vos cultures de couverture ont eu le temps de bien se développer mais n'ont pas été fauchées, le gel fera tout le travail à votre place. La masse végétale, une fois gelée, va se coucher sur le sol et se transformer en un paillis naturel. Sous la neige, elle va se décomposer lentement, libérant ainsi tous les nutriments et la matière organique accumulés dans le sol. Résultat, inutile de bêcher quoi que ce soit au printemps. Les racines des engrais verts restés dans la terre vont elles aussi se décomposer, créant des galeries naturelles. Ces canaux amélioreront grandement la structure de votre sol, le rendant léger et très aéré. Si par contre, vous avez fauché ces engrais verts à l'automne et que vous les avez laissés sur la planche de culture, le processus est déjà bien enclenché. Votre seule tâche est de ne toucher à rien et de laisser faire. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'améliorer la fertilité de votre jardin. Pour l'illustration, on pourrait montrer un time-lapse, un carré potager vert rempli d'engrais verts, puis la neige arrive, et au printemps, à la même place, on découvre une terre meuble, sombre et parfaitement prête pour les semis. Parlons du paillage qui, en hiver, joue un double rôle essentiel. Il sert non seulement à protéger le sol du gel et de l'érosion, mais aussi d'engrais organiques à libération lente. Si vous avez conservé des feuilles baies, des feuilles mortes, de la paille, du foin ou du broyat de branches, décembre est le moment parfait pour en recouvrir vos parcelles nues. Une couche de paillis de 10 à 15 cm créera un environnement idéal pour les vers de terre et les micro-organismes du sol. Ils seront à l'abri des fortes gelées et pourront continuer leur travail bénéfique même pendant la saison froide. Tout au long de l'hiver et du printemps, la partie inférieure du paillis se décomposera progressivement, se transformant en un précieux humus qui enrichira le sol en matière organique. Au printemps, il ne vous restera plus qu'à écarter légèrement ce paillis pour préparer vos trous de plantation. Yapaput. Cette méthode est particulièrement efficace pour les arbustes à petits fruits comme les framboisiers, les cassissiers et les groseilliers. Imaginez cette image. Les mains du jardinier recouvrant la base d'un buisson d'une épaisse couche de feuilles de chêne sèche, formant une véritable couverture, douillette et protectrice. Passons maintenant à ce fameux remède de grand-mère, très populaire, la coquille d'œuf. De nombreux mythes circulent à son sujet, certains la considérant même comme une panacée universelle. Faisons le point. La coquille d'œuf est principalement composée de carbonate de calcium, un excellent amendement pour déacidifier le sol et nourrir les plantes. Mais attention, il y a un hic. Elle se décompose extrêmement lentement, souvent pendant des années. Par conséquent, si vous vous contentez de jeter de gros morceaux de coquille dans votre potager au printemps, n'attendez aucun résultat cette saison-ci. En revanche, un apport effectué dès le mois de décembre et surtout réduit en une poudre fine, presque comme de la farine, là, cela prend tout son sens. Durant l'hiver, l'action du gel et de l'humidité accélère légèrement le processus de décomposition. C'est un investissement à long terme pour la santé de votre sol.
N'attendez pas de miracle instantané, mais sur plusieurs années, cela améliorera clairement l'équilibre en calcium. Pour illustrer l'efficacité, il est important de montrer le processus. La coquille, dans le moulin à café, est transformée en poudre fine, puis épandue sur la parcelle. Cela met en évidence l'importance capitale de la bonne préparation. Le marc de café et le thé infusé sont d'autres déchets de notre cuisine qui peuvent vraiment être utiles au jardin. Mais là aussi, il est important de bien comprendre leur rôle réel. Ce ne sont pas des engrais puissants au sens classique du terme. Leur principale valeur réside dans l'amélioration de la structure du sol. Ils rendent la terre plus meuble, plus aérée, et attirent les vers de terre. Leur teneur en nutriments est faible, mais ils contiennent de la matière organique qui se décompose lentement. On peut les épandre tout au long de l'hiver, simplement en les déversant sur les planches de culture, même sous la neige. C'est une méthode sûre de valoriser ces déchets organiques qui portera ses fruits avec le temps. Le marc de café est particulièrement efficace sur les sols lourds et argileux, car il aide à les ameublir. N'attendez pas du thé ou du café une croissance spectaculaire des plantes, mais en tant que contribution à la santé globale du sol, c'est une excellente option. On peut montrer une astuce simple et pratique. Comment recueillir le marc de café dans un récipient séparé, puis aller le répandre sur le potager enneigé. La sciure, les copeaux et tous les autres déchets de bois sont un matériau très délicat à gérer. D'un côté, ils représentent une source organique fantastique. Mais attention, s'ils sont mal employés, ils risquent vraiment de causer plus de mal que de bien. En effet, la sciure fraîche, pendant sa phase de décomposition, consomme énormément d'azote du sol, provoquant une véritable carence azotée pour vos cultures. C'est pourquoi épandre de la sciure fraîche, telle qu'elle, avant l'hiver, est une grave erreur à éviter. Cependant, si vous disposez de sciure bien décomposée et assombrie, celle qui a reposé pendant 1 an ou 2, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Elle agit alors comme un excellent allégeur de sol et un engrais à libération lente. L'autre solution consiste à utiliser de la sciure fraîche, mais de la charger au préalable en azote. Par exemple, arrosez-la d'une solution d'urée ou de fiente de poule, puis laissez-la reposer quelque temps. Mais la méthode la plus sûre pour l'utiliser en hiver reste le paillage, soit pour vos allées, soit au pied des arbustes d'ornement. Là, elle n'entrera pas en concurrence avec les cultures du potager pour l'azote. Note pour la production. Prévoir un visuel comparatif entre la sciure fraîche, claire, et la sciure ancienne, bien foncée. Cela aidera les spectateurs à éviter cette erreur. Abordons maintenant un sujet un peu délicat, les engrais minéraux. Il existe un mythe selon lequel il ne faut jamais les appliquer en hiver. Et pour la grande majorité d'entre eux, c'est tout à fait exact. Les engrais azotés à dissolution rapide, comme le nitrate d'ammonium ou l'urée, appliqués en décembre, seront tout bonnement lessivés par les eaux de fonte avant le printemps. Vous gaspillerez votre argent et, pire encore, vous contaminerez les nappes phréatiques. Les plantes ne sont pas encore là et n'ont personne pour absorber cet azote. Il s'écoulera tout simplement sans être utilisé. Retenez donc cette règle simple. Tous les engrais azotés et composés à action rapide, nous les gardons pour le printemps, lorsque les plantes se mettront à croître activement et à avoir besoin de nourriture. Les utiliser en hiver, c'est comme préparer un dîner complet pour des invités qui n'arriveront que dans 3 mois. Toute la nourriture sera gâchée. À titre d'illustration, vous pourriez montrer une animation. Les granulés d'engrais se dissolvent dans la neige et les flux d'eau emportent les nutriments profondément sous terre, loin de la future zone racinaire. Toutefois, cette règle concernant les engrais minéraux comporte quelques exceptions notables. Nous parlons ici des engrais phosphatés et potassiques, ceux qui sont connus pour leur lente dissolution et leur faible mobilité dans le sol. Il s'agit principalement du superphosphate, surtout le double, et du sulfate de potassium. On peut les appliquer avant un bêchage d'automne ou d'hiver, si vous avez cette pratique,
ou simplement les épandre à la volée sur la surface du sol. Durant l'hiver, ils auront amplement le temps de se dissoudre lentement et de se répartir uniformément dans la zone racinaire. Au printemps, le phosphore et le potassium seront ainsi déjà sous une forme assimilable par les plantes, prêts à être absorbés dès les premiers jours de la reprise de végétation. Ceci est particulièrement pertinent pour les sols lourds, argileux et acides. Concernant les doses d'application, il faut se référer aux instructions du fabricant, mais cela représente généralement environ 30 à 40 grammes par mètre carré. Cette technique agronomique se justifie pleinement si l'analyse de votre sol a révélé une carence spécifique en ces éléments. Pour illustrer ce point, nous allons montrer des granules de superphosphate posés sur le sol afin d'expliquer que leur voyage vers les racines prend plusieurs mois. Concentrons-nous sur la préparation du sol dans la serre, c'est un point crucial. Même si elle n'est pas chauffée, la terre dans la serre ne gèle pas aussi profondément qu'à l'extérieur. Les processus microbiologiques peuvent donc continuer leur travail plus activement. Décembre est le moment parfait pour faire un grand nettoyage et assainir votre substrat de serre. Retirez tous les résidus végétaux. Ensuite, apportez une dose généreuse de compost ou de fumier bien décomposé. Vous pouvez également semer des engrais verts rustiques comme le seigle. Le seigle ne fait pas qu'enrichir la terre. Il l'assainit en freinant le développement des champignons pathogènes et des nématodes. Si le substrat s'est fortement épuisé durant la saison, vous pouvez incorporer des engrais minéraux à action lente, ceux dont nous avons déjà parlé. L'étape cruciale après toutes ces préparations, c'est de bien refermer l'humidité. Pour cela, vous pouvez simplement jeter une bonne quantité de neige dans la serre. En fondant, cette neige va imbiber le sol de l'humidité vitale nécessaire à tous les processus de décomposition des matières organiques. Visualisation: une serre propre et rangée, dans laquelle le jardinier projette de la neige fraîche à l'aide d'une pelle. Quand on prévoit de grandes cultures de pommes de terre pour la saison prochaine, il est essentiel de préparer le terrain bien en amont. La pomme de terre apprécie les sols légers et très nutritifs, et elle réagit particulièrement bien aux apports organiques. Dès le mois de décembre, vous pouvez commencer par épandre du fumier décomposé ou du compost sur la parcelle dédiée. Mieux encore, optez pour un amendement organique mixte. Par mètre carré, prévoyez environ 5 litres de fumier bien mûr, un verre de cendre de bois et une cuillère à soupe de superphosphate. Étalez ce mélange uniformément en surface. Attention, il n'est pas nécessaire de bêcher ou de labourer. Durant tout l'hiver, les nutriments auront le temps de s'infiltrer et de se fixer dans le sol. Au printemps, votre seule tâche sera de creuser les sillons ou les trous pour la plantation. Cette préparation précoce augmente considérablement le rendement de vos cultures et améliore grandement la saveur des tubercules. Instructions pour l'infographie. Visualisez cela. Un schéma montrant une parcelle de terre sur laquelle on dépose, en couches successives, le fumier, la cendre et le superphosphate, le tout recouvert par la neige. Une flèche doit pointer vers l'image de pommes de terre grosses et parfaitement saines. Les planches destinées aux futurs légumes racines, carottes, betteraves, panais, exigent elles aussi une attention particulière. La règle d'or est simple. Pas d'organique frais. Ajouter du fumier frais ou du compost non mûr fera pousser des légumes difformes, fourchus, et qui se conserveront très mal. C'est pourquoi, pour ces parcelles, nous utilisons uniquement en décembre du compost parfaitement mûr ou de l'humus, et toujours avec parcimonie. L'accent principal doit être mis sur la potasse et le phosphore. Ces éléments sont essentiels pour obtenir des racines grosses, bien lisses et surtout sucrées. L'option idéale pour cet amendement hivernal est un mélange de cendre de bois et de farine d'os ou, à défaut, du superphosphate. Répandez-les simplement à la surface de la future parcelle et laissez l'hiver faire son œuvre.
Au printemps, la terre sera prête à accueillir les semis, vous garantissant une récolte parfaite de légumes racines lisses et savoureux. Et pour une petite mise en garde, imaginez une photo de carottes tordues et fourchues. C'est exactement ce qui arrive quand on se trompe dans l'apport de matière organique. De nombreux jardiniers ont l'habitude d'utiliser de la dolomie ou de la chaux agricole en hiver pour corriger l'acidité du sol. C'est une excellente pratique, car ce processus de neutralisation est très lent. Le mois de décembre est d'ailleurs le moment idéal pour le faire. Cependant, il y a une règle d'or qu'il ne faut jamais oublier. Ne mélangez jamais la chaux ou la dolomie avec du fumier, des fientes ou des engrais phosphatés. Pourquoi? La raison est simple. Lorsque vous les combinez, des réactions chimiques indésirables se produisent. L'azote contenu dans le fumier est transformé en ammoniac et se volatilise dans l'air, tandis que le phosphore se retrouve sous une forme non assimilable par les racines. Résultat, une perte significative d'éléments nutritifs. Il est donc crucial d'espacer ces applications dans le temps. Par exemple, chaulez en décembre, puis apportez votre compost ou votre fumier au printemps. Ou inversement, cette astuce simple vous permettra d'économiser de l'argent et d'optimiser l'efficacité de vos amendements. Imaginez une formule chimique ou une petite animation montrant les molécules d'azote s'échapper au contact de la chaux et du fumier. Au-delà des engrais, en décembre, il est crucial de s'attarder sur la structure de votre sol, surtout s'il est lourd, voire franchement argileux. Ces terres drainent mal l'eau et l'air, mettent du temps à se réchauffer au printemps et finissent par former une croûte très dure. Pour améliorer cette structure, vous pouvez incorporer pendant l'hiver du sable de rivière à gros grains ou de la sciure bien décomposée. Il suffit de les étaler sur la surface de vos planches de culture. Durant l'hiver, les cycles répétés de gel et dégel feront leur travail. Ces matériaux vont progressivement s'intégrer à la couche supérieure du sol, le rendant ainsi plus meuble et mieux structuré. C'est une méthode d'amélioration purement mécanique qui vient parfaitement compléter vos apports en matière organique. Au printemps, vous verrez que votre terre sera nettement plus facile à travailler. Pour visualiser la différence, imaginez ceci. D'un côté, une motte d'argile compacte et collante. De l'autre, cette terre friable et grumeleuse que vous obtiendrez après avoir ajouté du sable et de la matière organique. Passons maintenant à l'élément le plus simple, mais paradoxalement le plus important, notre engrais de décembre, la neige. Il ne faut surtout pas sous-estimer son rôle. Ce manteau neigeux est un isolant naturel qui protège la terre et les racines de vos plantes vivaces contre le gel hivernal. Il empêche également l'érosion et l'épuisement de la précieuse couche supérieure fertile du sol. Mais son atout majeur, c'est d'être la principale source d'eau de fonte au printemps. Cette eau de fonte est souvent qualifiée de eau vive. Elle possède une structure particulière, extrêmement bénéfique pour les cultures. Votre mission est donc de retenir un maximum de cette neige sur votre parcelle. Installez des écrans ou des planches, disposez des branchages et surtout, ne coupez pas la partie aérienne des plantes hautes. Plus la neige s'accumulera en généreux tas sur vos planches de culture, plus le sol sera hydraté au printemps. Et c'est cette humidité qui va dissoudre et transporter vers les futures racines tous les nutriments que nous avons si soigneusement apportés en décembre. La neige est le chef d'orchestre qui lance la symphonie de la croissance printanière. Illustrez cela avec de belles images de votre jardin enneigé, montrant les dispositifs anti-neige qui aident à accumuler de généreux et épais manteaux blancs sur les parcelles. Kfumb. Pour conclure, faisons le point. Vous le voyez bien, décembre est loin d'être la saison morte pour le jardinier. C'est au contraire une période propice au travail calme, réfléchi et, surtout, stratégique. Pendant que les autres se reposent, vous êtes en train de poser les bases solides d'une future récolte phénoménale.
Nous avons vu que le principe fondamental de la fertilisation hivernale repose sur l'utilisation de matières organiques à action lente. Le compost, le fumier bien décomposé, la cendre et la farine d'os. Nous avons également compris pourquoi il est crucial de ne pas apporter de fumier frais ni d'engrais minéraux solubles. Mais le secret le plus important, la grande révélation, c'est que toutes ces richesses que nous avons apportées sont activées non pas par la chaleur, mais par le froid et la neige. Ce sont précisément les cycles de gel, dégel et la lente fonte des neiges qui rendent les nutriments disponibles et les répartissent uniformément dans le sol. L'hiver n'est donc pas notre ennemi, mais bel et bien notre meilleur allié pour préparer la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont vos propres secrets pour la préparation hivernale du potager? Quels engrais utilisez-vous au mois de décembre? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble. Keiki Talinoni.